Veuillez entrer votre destination. Itinéraire sans autoroute, confirmez votre choix. Tournez à droite. Tournez à droite. Tournez à gauche. Recalcul de l'itinéraire en cours. Veuillez faire demi-tour. Vous sortez de l'itinéraire programmé. Tournez à gauche. Itinéraire hors carte. Itinéraire hors carte. Itinéraire hors carte. Vos sortes del itineraire programmé. Reliée au continent par le passage du Gois depuis le XVIIIe siècle, l'île de Noirmoutier, véritable paradis des cyclistes et emblème du département vendéen. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà, je suis en petite balade là sur Noirmoutier et je me suis dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée de le faire en vélo. Ah, c'est plus agréable en vélo, c'est sûr. Hein, vous êtes Surtout d'accord sur l'île. Je suis entièrement d'accord, oui. Est-ce que ce serait possible de louer un vélo pour cet après-midi? Pour cet après-midi, oui, bien sûr, oui. Vous connaissez un peu l'île, non? Non, pas du tout. C'est Non, mon pas du baptême, tout. c'est la première fois, ouais. Je vais vous expliquer un petit peu une petite balade pour cet après-midi. Ah bah génial, merci de l'accueil en tout cas. Je vous en prie. Alors, ce qui est sympa à faire une après-midi, c'est tout le nord de l'île. Hein. Ouais. D'un côté, vous avez le château, justement, vous pourrez visiter le château. Ouais. Là, vous arrivez à un bout de l'île, au Fort Larron, et là, vous allez faire, vous suivez la côte, hein, toutes les plages, vous allez traverser le bois de la Chaise, vous allez remonter le Vieil, l'Herbaudière. D'accord. C'est parfait. Hein J'ai l'impression que le vélo c'est un peu une attitude à Noirmoutier. Ah oui, 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 oui. Ben, disons qu'ici, c'est ma grand-mère qui a commencé les locations de vélo. Vous voulez dire sur l'île? Sur l'île. Ah, génial. C'est ma grand-mère qui a commencé les locations de vélo. Mon grand-père avait un garage automobile. D'accord. Mon père a acheté ce garage en 71. Oui, 71. Et moi, j'ai repris la suite, quoi. D'accord. Voilà. Donc, c'est Génial. de père en fils, quoi. Donc en fait, sans le savoir, je suis tombé à la bonne adresse. Ben voilà. Ok, génial. Bonjour. Ah, pardon. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Axel. Frédéric, vous... Enchanté. Enchanté. Vous cherchez quelque chose de particulier? Eh bien écoutez, je suis sur l'île de Noirmoutier, j'aime bien aller voir les antiquaires brocanteurs parce Ouais. qu'ils ont toujours des petites histoires, anecdotes à raconter. On essaye. Et voilà, je rechercherai juste pour voir si vous auriez des objets un petit peu emblématiques de l'île de Noirmoutier. De l'île de Noirmoutier, oui, je vais avoir différentes choses. Ah ben, on peut les voir? Oui, bien sûr. Ah bah, c'est Si sympa. vous voulez, vous allez avoir des choses du patrimoine maritime. Par exemple, une belle malle. Ouais. Vous voyez, malle de marin, atypique puisque fabriquée vraiment par le marin, peut-être à l'épine, on ne sait pas trop où. Hein. D'accord. Terra Nova peut-être, vous voyez, assez simple de travail, avec les peintures à l'intérieur. Aussi, on va trouver du matériel de marin, par exemple. Là, Ah vous oui, voyez. qu'est-ce que c'est que vous avez dans les mains là, ce trident? Je peux regarder? Oui, je vous en prie. Ah ouais, c'est marrant ça, dis donc. Je vous en prie. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à quoi exactement? Alors, vous voyez, on appelle ça une fouenne. D'accord. Si vous voulez, c'était pour pêcher les anguilles dans les marais, par exemple, ou aussi bien les sols. D'accord. Là, vous en avez une toute pointue, plutôt pour les sols. D'accord, Hein? donc chaque espèce avait sa fouenne Voilà. appropriée. Et selon les époques, des travails différents. Celle-ci, ouais. beaucoup plus ancienne, vous voyez, D'accord. beaucoup plus grosse, D'accord. avec un travail complètement différent. Vous allez trouver aussi, bien sûr, des objets que les marins ramenaient. Donc, ce qu'ils ont ramené et qui a beaucoup plu sur l'île à une époque, ça a été par exemple dans le bassin méditerranéen, ce qu'on appelle les Vierges de Marseille, souvent avec des dorures. C'était beau, ça brillait, il y avait un côté un petit peu riche, et puis aussi, on est dans une terre catholique, hein, la Vendée, Noirmoutier, donc il y avait un côté aussi religieux et superstition de temps en temps. On aimait bien aussi. Bon, ben, merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était très sympa. Ben, c'est gentil, j'espère que j'ai pu vous renseigner. Ouais, Maintenant. complètement, ouais. Donc là, c'est du champ de pommes de terre à perte de vue. C'est la fameuse bonnotte de Noirmoutier. Alors ce qui est marrant dans cette pomme de terre, c'est qu'elle pousse les pieds dans le sable. Bonjour monsieur, Bonjour. qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je découvre la pomme de terre de façon à ce qu'elle respire beaucoup plus. Ouais. Pomme de terre, on la couvre
pour qu'elle évite la gelée blanche, éviter le gel et qu'elle soit beaucoup plus primeur, puisqu'on travaille qu'en pomme de terre primeur, donc c'est de la bonnotte. Alors qu'est-ce qu'elle a de si particulier que ça, cette pomme de terre? La bonnotte, c'est une pomme de terre qui a été cultivée par nos ancêtres et qui est toujours restée dans l'image de marque de Noirmoutier. Donc une très bonne pomme de terre. Hein. Est-ce que c'est une pomme de terre qu'on retrouve ailleurs ou est-ce qu'elle est vraiment unique à Noirmoutier? En culture, c'est surtout unique à Noirmoutier. On en retrouve quelques-unes ailleurs. On a des bassins donc, de pommes où ils font les plants. Ouais. Mais il me semble que la pomme de terre, la bonnotte est spécialement cultivée, uniquement à Noirmoutier. Bah écoutez, merci pour toutes ces informations. Puis je vous souhaite une bonne saison. Merci. Merci à vous. Aussi. Merci, au revoir. Alors c'est ça qui est sympa ici à Noirmoutier, c'est qu'on prend une petite ruelle sur le côté et vous arrivez toujours sur une belle plage. Donc ici, c'est l'une des plages assez connues du bois de la Chaise. Voilà, arrête un peu. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi l'emblème de Noirmoutier. Hein. Ce sont ces magnifiques villas balnéaires du siècle dernier, évidemment, face à l'océan. Tournez à droite. Recalcul de l'itinéraire. Cap à l'intérieur des terres. Plein est, direction Sainte-Hermine, au cœur du bocage vendéen, pour une balade au rythme des sabots. Salut Michel. Bonjour. Axel. Oui, Michel, voilà. Salut, tu vas bien? Roulotte du Sud Vendée. Ça va? Merci, ouais. Alors voilà. Donc c'est avec ça qu'on va se balader aujourd'hui? Absolument. Génial. Absolument. Voilà les roulottes qu'on met à disposition de tous nos visiteurs. Alors dis-moi, il manque un élément là. Oui, C'est absolument. le cheval. Voilà. Dis-moi, il faut des chevaux un peu particuliers? Oui, absolument, oui. Il est beau, On ne peut faire cette activité qu'avec du cheval de trait. Alors voilà, ici Pégase, on va le qualifier de cob normand. Voilà. Voilà. Hein, donc berceau d'origine, la Normandie. Ça c'est le plus délicat à lui mettre puisqu'il faut lui passer par la tête. Voilà, mais vous voyez, hein, il veut bien. Il est super docile. Voilà, ok, on pousse. Hop, on l'amène à l'encolure et ici, puisque ça va dessus, bien sûr, on vient tourner. D'accord, tout simplement. Voilà. Bon, okay. Ça va, il est plutôt docile, il accepte le truc. On voit tout ça de l'autre côté. Hop. Allez, viens Pépé. Ok, allez. Ok. C'est parti. Bon, allez, regarde, marchez. Allez. Donc voilà. Bon. Bon ben voilà, nous sommes partis. Hein. Sur la voirie, on est un véhicule comme un autre. Hein, on appelle ça un véhicule hippomobile, donc voilà, le code de la route nous autorise à circuler. Par contre, il faut laisser le passage. Aïe. Donc voilà, l'intérieur de la roulotte. Vraiment sympa en déplacement. Donc, ce qui est chouette, c'est que on a vraiment le temps du coup d'observer le paysage et de pouvoir en profiter. C'est vraiment sympa. Là, ils sont vraiment dans le boulot type qu'ils faisaient autrefois à attirer la charrue. Hein. Voilà, on voit ses potes dans les champs. Ça, c'est les tiens aussi? Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, justement, de faire ça, Michel? Oh là là, la notion de développement rural. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu rural? Voilà. Et le milieu rural, eh ben voilà, il
il offre au moins cette possibilité-là, quoi, voilà. On peut louer un gîte en milieu rural, etc. Sauf que là, vous avez tout. Ouais. Vous avez l'activité, l'hébergement, c'est l'itinérance. Et puis après, il faut avoir des lieux de halte qui puissent accueillir les roulettes. Ah oui, parce qu'il faut un lieu de pâturage pour les chevaux aussi. Et voilà, etc. Généralement, c'est très apprécié, quoi, très apprécié. Autant par les visiteurs que par les gens qui accueillent, parce que y a des rencontres sympas, quoi. Ah oui, j'imagine. Ouais. Ouais. Et on ne retient que les rencontres sympas. Toujours. Allez. Alors les filles, on est curieuses. Hey, where have you gone? Have you carried on without me? No, turning round, you won't find your way on down my street. On est bien là, ouais, vraiment. C'est plutôt sympa, hein. En tout cas, moi j'ai été véritablement conquis par cette balade avec toi et avec notre ami Pégase, sans l'oublier quand même. Avec du soleil, ce serait encore mieux, mais bon, voilà. Ouais, bah écoute. Hein. Mais voilà, la nature est belle à cette époque-là. Et, voilà. Et puis on peut pas tout avoir. Et voilà. Continuez tout droit. À 40 km à l'est de la Roche-sur-Yon, lieu-dit la Morelière. Ici, le champ rime avec la terre. Monsieur Turpot? Oui, bonjour. Michel? Oui. Bonjour, enchanté, Axel. Bonjour. Voilà, bah dites-moi, qu'est-ce qui se passe là? Ça fait longtemps que j'avais pas vu des bœufs comme ça travailler dans les champs. Eh ben oui, là aujourd'hui on est en train de passer une herse pour gratter les mottes de terre dans une parcelle où le blé a noyé. Alors ça je peux le comprendre, mais avec des bœufs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est une reconstitution historique? C'est pas tout à fait historique, mais c'est assez ancien comme technique, puisque travailler avec des bœufs, aujourd'hui, ce n'est pas courant. Mais nos parents avaient l'habitude de travailler avec des vaches et des bœufs. Ouais. Et ils avaient aussi une habitude, c'était de chanter en travaillant. C'est ce qu'on appelle darioler. Et cette tradition qui était en train de disparaître avec les anciens qui dariolaient, on est en train d'essayer de la sauver, de la remettre un petit peu à l'honneur. Comment vous apprenez aux bœufs à répondre au dariolage, si je puis dire? Ils ne vont pas répondre au chant directement, hein, mais par contre ça les calme ou ça les encourage. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais c'est une relation de l'homme à l'animal, quoi. Voilà. Il a fallu d'abord leur apprendre à mettre le joug sur la tête. D'accord. C'est ce qu'on appelle les liés. Ouais. Et maintenant, on leur apprend à marcher 4 par 4 et en traînant quelque chose. Alors, depuis quand on dariole et depuis quand on a arrêté de darioler? On dariole depuis des siècles et des siècles, puisque les traces de dariolage qu'on peut retrouver aujourd'hui, on peut remonter à Saint-Augustin, on peut remonter au Moyen-Âge, on peut remonter... dans les écrits très anciens, les auteurs nous disent que les laboureurs chantaient en conduisant leurs animaux. Et le dariolage s'est arrêté avec l'arrivée du tracteur. D'accord, donc vous voulez dire que c'est le tracteur qui a tué le chant des sillons? Oui, c'est tout à fait vrai. Moi, vous m'avez donné envie, là, j'aimerais bien avoir une petite démonstration, là. Ah oui. Alors, on peut voir comment ça se passe ou pas? Ah oui, oui. Donc, c'est en direct, hein, voilà. Ouais. Donc là, on a Rougeau et Frisé. Ok, salut. Allez, les gars, on y va. Allez, et Rougeau, Frisé. Rougeau, gamin, c'est ça. Allez, les gars. La 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 allez les gars. Les gens ils se répondaient, ils entendaient le voisin qui chantait, donc ils chantaient plus fort s'ils pouvaient que lui pour faire voir que je suis là, moi je suis plus fort que toi. C'était un peu une compétition entre eux. Vous avez connu cette époque? Ah non, moi je l'ai pas connu. Allez, on y va. Allez les gars.
Michel, bonjour. Ça devait être super il y a quelques années de ça, d'entendre ça dans les champs. Hein. Tout à fait, c'était très, très joli. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent on aimait entendre ça au printemps quand les gens sortaient pour faire les labours, travailler dans les champs. Il y avait beaucoup de mélodies qui se croisaient. Et les darioleurs aimaient s'entendre aussi chanter d'un champ à l'autre. Ah ben moi je serais bien content de retrouver ça dans les champs. Tout à fait, on serait content, mais je ne sais pas si on a le droit de rêver. Ah, il faut quand même. Je ne sais pas si on arrivera à déloger les tracteurs un jour. Ouais, ça me paraît un peu plus difficile effectivement, mais bon. Alors là, montrons-nous tous les quatre ensemble. Ah non, oh, yeah, oh, non, oh, les petits grands. Ils époulés, gavent ses armées, ils volaient, oh, volaient, volaient. Oh, mignon, petit gros, volaient, oh, non, ah non. Ah, mon petit César, ah, mignon. Donc Henri est le plus jeune de l'équipe d'anciens darioleurs. Il a travaillé jusqu'en 66 avec ses bœufs. Il a acheté son tracteur en 66-67. D'accord, donc lui il a connu le dariolage. Ah ben il l'a pratiqué jusqu'en 66-67 quoi. Alors ce qu'il chante toujours dans son tracteur? Les premières années il chantait dans le tracteur également. Ah, c'est génial. Mais c'est pas possible, ça peut pas durer longtemps dans le tracteur. On n'a pas... Mais il y en a qui ont continué à darioler dans leur tracteur au début quoi. C'est assez rigolo d'ailleurs. Quand ils racontent ça les gars, il y a une certaine nostalgie quoi. Donc, Bah ouais, non, moi écoute, moi je suis pas de la région, je trouve ça vraiment touchant quoi, sincèrement. Ouais. Allez, rougeau, frisé, allez, Recalcul de l'itinéraire. Nord-est du département de la Vendée. Au pays des herbiers, rendez-vous avec l'histoire, dans l'un des parcs les plus fréquentés du monde, le Puy du Fou. Nicolas, je suppose? Voilà, c'est ça. Super. Axel. Ouais, exactement. Bonjour Axel. Salut Nicolas, ça va? T'as fait bonne route? Ouais, impeccable, très bien, bon. Merci. Tu vas me suivre parce qu'on a une journée bien chargée. Ok. Tu vas voir, je vais t'emmener un peu partout. Ok, bah écoute, on est parti. C'est parti. C'est une vraie ville. Hein. Alors là, oui, tu vas arriver sur le parc. On est dans le parc. Oula. C'est teigneuse, hein? Te voici au Secret de la Lance, le spectacle justement que je gère. Ouais. Donc on va retracer ici l'histoire d'une jeune bergère qui doit défendre le château contre les Anglais. Alors pour ça, Jeanne d'Arc est venue auparavant lui donner une lance qui a certains pouvoirs. Ouais. Ah, les gars, c'est pas, là, tu nous appelles, c'est pas bien de taper les filles, hein? Ah bah oui, mais bon, on est bien obligé. Hein. C'est le spectacle. On va faire Comment t'es venu cette passion, Nicolas, pour le cheval? Depuis tout petit, je monte à cheval grâce à mes parents qui m'ont acheté un poney à l'époque. Et j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, je suis rentré dans une école spécialisée dans l'équin dès ma 4e et puis voilà, jusqu'à un bac. Et à la fin de mon bac, j'ai postulé au Puy du Fou. Alors j'avais toujours rêvé de pouvoir entrer dans les équipes du Puy du Fou et chose qui s'est réalisée à l'âge de 18 ans. Donc depuis, j'ai pas quitté l'endroit. Ok, on va pouvoir y aller, tout le monde a vérifié ses sanglages. On y va, Vincent? Tu pars sur quoi en première figure? Une planche? Ok, c'est parti. Ouais, à la fin. Il a l'air nerveux celui-là, dis donc. Alors calme-le, Nil, voilà, tranquillement. Si tu veux pas qu'il s'énerve, tu restes avec les autres pour l'instant, tu décolles tranquillement, mais plus tu vas le préparer tôt, et lui, plus il va stresser, et il demande qu'une chose, c'est y aller. Voilà, c'est ça, Nil. Voilà, c'est ça. Et toi, Nicolas, tu participes plus au spectacle?
Alors si, j'y participe de temps en temps, donc voilà, je fais la même activité, donc de la voltige. Donc c'est ma grande passion, hein, donc dès que je peux participer à une voltige, je le fais. Pourquoi ils sont aussi nerveux Alors ben, c'est ce qu'on leur demande, c'est justement d'avoir du peps, et c'est ce qu'ils font très bien d'ailleurs. Le tout pour eux, c'est d'aller le plus vite possible, et puis voilà, de tenir la trajectoire la plus droite possible. Là c'est parti Mathieu, hein. Tu le pivotes, c'est parti. Bien. Hop, reviens. Ça se décante. Hop là. Donc à genoux, c'est ça, il tend les bras. Voilà, c'est ça Vincent. Lève la tête, et lâche. Ouais, très bien. Dis-moi, il fait ça tous les matins, lui? Voilà, c'est l'entraînement du matin. D'accord, ok. Ça va? Ça va, nickel. Ouais. Petite soupe de poisson avec un peu de sable? Ah oui. Y a pas des lunettes de plongée? Ah, c'est le sort qu'on réserve aux Anglais, hein. C'est pas un rôle facile, Ah ouais, hein. Ils sont maltraités ici. Axel, on va se diriger vers les tribunes. Ok, c'est parti. Eh ben allez, je te suis. Let's go. Toujours une petite appréhension avant un départ de spectacle? Ouais, toujours. Ouais. Et heureusement, parce que si on ne l'avait pas, ça veut dire qu'on n'aurait plus de passion pour ce qu'on fait. C'est normal d'avoir la petite boule au ventre. Donc voilà, tant que c'est maîtrisé, il n'y a pas de souci. Et toi, au bout de 10 ans, tu satures pas? Non, non, non. C'est hyper stimulant de travailler déjà avec du vivant, des animaux. On est avec des comédiens à pied, à cheval. Donc voilà, c'est pas une routine en fait. Début du spectacle dans 2 minutes, c'est bon pour vous? Ok. Ça y est, ça commence? C'est parti. Marguerite, tu es si gracieuse quand tu danses avec tes moutons. Et toi, Fulgent, quand tu danses avec ton cheval blanc? Alors, t'es content de leur prestation? Ouais, c'était une belle voltige. Vous sortez de l'itinéraire indiqué. Tournez à droite. À 60 km au sud, au pays de Fontenay-le-Comte, entre forêt et marais, ici la fusion est tout un art. Bonjour. Ah, salut les chiens. Alain. Ah, salut Alain. Salut Axel. Ouais. Ah bah t'arrives bien. Ça va? Ouais. Tu vas bien? Très bien, ouais. Alors, t'es en train de faire quoi là? Je suis en train de mouler, t'arrives bien, comme ça tu vas voir le moulage et après tu vas voir la fusion et la coulée. Ah bah écoute, génial. Voilà. Là je suis en train de faire un moule, donc avec du sable.
D'accord. Un sable préparé spécialement. Sable noir? Un sable à verre, on appelle ça en fonderie. Ah. C'est un sable naturel. Qui est noir comme ça naturellement? C'est parce qu'il a brûlé au contact de la coulée. D'accord. À force de l'utiliser, puisqu'on le régénère et on le réutilise à chaque fois. D'accord. Donc il finit par brûler. Mais plus il est brûlé, meilleur il est pour le moulage. Donc en fait, ça fait 30 ans ou 40 ans que tu te balades avec ton tas de sable? Ça fait 40 ans que je me balade avec mon tas de sable. Alors dis donc, il est magnifique ton atelier. Bah écoute, je m'y sens bien moi. Il n'y a pas très longtemps qu'on est là, mais je m'y sens bien. C'est superbe comme endroit. Alors t'es là, tu bosses tout seul ici, toi? Oui, comme un grand. Voilà. Oh, donc là j'ai le sable avec ma pièce à l'intérieur. D'accord, ça on peut dire que c'est la matrice, ça? Ça c'est la matrice, c'est le modèle, oui. D'accord. Donc on nettoie un petit peu autour pour avoir un bon, ce qu'on appelle un plan de joint. Alors qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier, toi? Bah, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein. Mon grand-père était fondeur, mon père était fondeur. Et puis moi j'ai commencé dans la fonderie paternelle à 14 ans, comme apprenti. Et t'as jamais lâché? Et j'ai jamais lâché, ça fait 43 ans que je suis dedans. Et je m'y sens bien. Mais je pratique encore la fonderie telle qu'elle était pratiquée depuis le XVIIe siècle. Hein, c'est pas... Et on n'a formé personne depuis une trentaine d'années, quoi. Donc voilà. J'espère un jour trouver l'oiseau pendant que je suis encore en forme pour lui apprendre le métier, parce que c'est quand même un métier passionnant. Les pièces que tu es en train de couler, là, c'est pour qui? Ça, c'est pour des restaurations de panneaux de porte qui sont là derrière pour un particulier ici sur Fontenay-le-Comte. On travaille pour les particuliers, les collectivités, les bâtiments de France. Voilà, donc on a fait la deuxième partie, on va la lever. Hop. Voilà. Et là, on a l'empreinte du dos de la pièce. D'accord. Voilà. Et on a l'empreinte de la pièce dans le sable. Voilà. Et là, on a notre pièce complètement en vide dans le sable. Qu'est-ce que tu aimes fondamentalement dans ce métier, toi? Un peu la magie. On joue avec le feu, on passe par un métal qu'on met à l'état liquide, on part d'une idée, on va à une pièce finie, on passe par la sculpture, on passe par le dessin, le moulage, la fusion. Alors c'est un peu dommage que tout ce savoir-faire ne se transmette pas, non? Bah écoute, on a un métier qui est quand même un peu spécial parce que moi, bon, je suis reconnu métier d'art rare par l'UNESCO, je suis labellisé entreprise du patrimoine vivant. Avec le label entreprise du patrimoine vivant, qui est un label d'État, j'ai obligation de transmettre mon savoir-faire. Mais d'un autre côté, je suis classé métier dangereux parce qu'on est fonderie. Et on ne peut pas prendre d'apprenti, c'est 18 ans. Ouais, d'accord, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Donc là, on va commencer à charger les premières charges toutes prêtes qui contiennent de la fonte. Tu te recules un petit peu là sur le côté parce qu'il va y avoir quelques projections. Hein, d'accord. De la flamme et du bruit. Ah, la fonte est là. Et là, je peux te dire qu'elle est à bonne température. Et comment tu le sais, ça? La couleur, l'habitude. Et donc maintenant, on va commencer à couler les premières pièces. Donc je fais appel à mon apprenti, qui est ma femme. Bonjour. Alors, pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu en verses toujours par terre? Ce qui reste dans la poche est plus assez chaud pour aller couler un deuxième moule. Donc pour garder les poches propres, on les vide. Voilà. Ouvrir le moule
qu'on a moulé. C'est la révélation. Quand tu es arrivé. D'accord. Voilà. On va nettoyer. Hop, ça. Alors Annie, j'étais plutôt surpris quand même de rencontrer une femme dans la fonderie. C'est pas un métier trop difficile pour une femme? C'est lourd. C'est lourd physiquement. Mais sinon, quelle chance j'ai de partager la vie professionnelle d'Alain. J'ai appris énormément de choses et je ne regrette rien. Et qu'est-ce qui te fascine, toi, dans la fonderie? Tout. Tout. Les matières premières qui sont naturelles, la sculpture, le dessin, la fusion. C'est l'ensemble. Et c'est surtout de partager aussi la passion d'Alain avec lui. C'est surtout ma motivation. Alain, pas trop difficile de travailler avec sa femme? Non, pas du tout. On est très complémentaires, puis souvent chacun dans notre coin, comme ça on n'a pas le temps de se disputer. Non, ça se passe très bien. On voit pas tous les détails encore parce qu'elle est chaude encore, mais ça ressemble quand même bien à l'original que tu m'as vu mouler tout à l'heure. Puis lui est là. Là, t'as bien. Ouais. C'est bien la même chose. Ouais, carrément. Ouais. Eh ben, ravi d'être là. Écoute, ravi de t'accueillir. En plus, on a une journée extraordinaire pour aller se balader. On a un beau soleil, donc c'est parfait pour aller visiter le marais. Et donc voilà l'équipe de bateliers. Voilà, exactement. Bonjour. Bonjour. Ah bah il y a que des jeunes, ça fait plaisir. Donc qui nous accompagne alors pour cette aventure? Je vais partir avec Justin. Ok, parfait. Voilà, le voici. Ok, salut Justin. Bonjour. Axel. Justin. Enchanté. C'est marrant, subitement, c'est d'un calme total. Bah, c'est ce qui ressort en premier, hein. C'est vrai que... Là, on a fait quoi? On n'a même pas fait 50 mètres. Voilà. Et on est déjà dans une autre ambiance. Puis bon, on a la chance de longer l'abbaye, tu vois. Ouais, c'est exceptionnel comme site, hein. C'est vrai que c'est assez exceptionnel et pourtant, il reste qu'un quart de l'abbaye d'origine, à peu près. Mais elle reste encore grandiose, hein. Et puis voilà, tu commences à voir les premiers frênes têtards, tu vois, sur ta droite là. C'est cela, hein, c'est voilà. cela. Le but d'avoir planté des arbres sur les berges, c'est pour maintenir les berges. Donc le système de racines des frênes maintient bien les berges, mais en même temps, le fait de le tailler en tétard fait qu'on récupère le bois et on chauffe en même temps avec. Et c'est pour ça que c'est du frêne, parce que le frêne est un très bon bois de chauffage. Il faut bien se rappeler qu'on est quand même, le Marais Poitevin, c'est quand même un milieu fait par l'homme, qui a creusé ces fossés. Nous, on appelle ça des fossés, des petites voies d'eau. Quel a été l'intérêt d'avoir creusé tous ces canaux? Jusqu'à la mer, c'est un immense marécage, fait d'un mélange d'eau de mer et d'eau douce. Et ces marécages inexploitables, les hommes, et notamment sous l'impulsion des moines au départ, ont voulu aménager cet espace-là pour avoir une partie à cultiver, et puis une partie qu'il fallait un peu condamner au départ, et qui servait de réserve d'eau. Et cette réserve d'eau, c'est simplement au 19e siècle que des gens se sont dit, au lieu d'avoir juste une réserve d'eau et un marécage, est-ce qu'on ne peut pas l'exploiter aussi? Et donc le marais mouillé il a été aménagé au 19e siècle. Et au lieu d'avoir un seul marécage, on a creusé des voies d'eau. Et comme ça, on a des petits carrés de terrain qu'on peut exploiter aussi une partie de l'année. Alors Damien, tu as eu la chance d'avoir la transmission par les anciens, et est-ce que tu retransmets toi aussi ton savoir?
Mon travail, c'est notamment de former toute cette génération de bateliers qui arrive chaque année. C'est vraiment un côté générationnel de bateliers hein, qui se transmet depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on a des guides. On a les grands-parents des guides d'aujourd'hui qui ont été bateliers, donc les parents, aujourd'hui c'est les petits-enfants qui sont guides et c'est un plaisir de leur transmettre ce que moi j'ai pu apprendre grâce aux anciens. Et donc aujourd'hui c'est Justin qui nous emmène, Justin que j'ai formé donc il y a 3-4 ans. Voilà. D'accord, c'est vrai. On fait que parler sur le bateau, mais c'est quand même Justin qui nous balade. C'est la bigouille, c'est ça hein? La pigouille, La pigouille. Alors, ce qu'on va rentrer dans le champ là, voilà, c'est la pigouille. Une immersion en pleine nature qui est instantanée. Ah bah là, si, c'est vraiment... si vous êtes stressé, que ce soit par le boulot ou autre, venir faire ne serait-ce qu'une petite balade d'1 heure dans le marais, on ressort reposé, complètement vrai, vidé, hein super calme. Hein, c'est parfait. Invitation à la méditation presque. Hein. C'est ça, fermez les yeux. On a beaucoup de gens d'ailleurs qui des fois disent qu'ils s'endorment, surtout après manger, lors de la digestion, ils s'endorment. Et puis avec une balade dans le marais, où des fois on en perd quelques-uns. C'est vrai. C'est assez marrant. Est-ce qu'il y a des histoires ou des légendes dans le marais? Il y en a quelques-unes. La principale surtout, c'est l'histoire du bras rouge ou de la main rouge, alors ça dépend des appellations. Si tu veux, les maraîchins, longtemps, ne savaient pas spécialement nager. Bon, déjà, ça ne s'apprenait pas comme ça s'apprend aujourd'hui. Et pour éloigner les enfants des voies d'eau, on disait aux enfants, surtout, vous approchez pas du fossé, parce que si vous vous approchez du fossé, il y a la main rouge qui peut sortir de l'eau, qui peut sortir du fossé, vous attraper, et elle vous emmènera au fond de l'eau. Et donc, comme ça, on créait une peur auprès des enfants, et comme ça, ils ne s'approchaient pas, et on ne risquait pas de les retrouver noyés. T'en parles avec beaucoup de passion, hein. C'est vrai que... On sent que t'es habité. Voilà. Mon attachement à la nature est venu par la découverte du Marais Poitevin. C'est lui qui a été ma première émotion on va dire, naturaliste, ou de passionné de nature. Et donc, forcément, j'ai un attachement particulier. On vient de pénétrer dans ce qu'on appelle la pêcherie. Le propriétaire en fait, de la parcelle a creusé lui-même ses propres petits fossés à l'intérieur de sa pâture d'origine. Et au lieu d'en faire une pâture justement, il s'en est fait une aire de détente. Il s'est installé une petite cabane, tu peux avoir juste là. Et le but ici c'est de... Alors fais attention quand même parce qu'il y a des petits ponts un peu partout. Ouais, bien sûr, on ne bouge pas. Et puis tu vois, ces petites passerelles, c'est lui qui les a faites pour pouvoir accéder à sa parcelle, quoi, entière. Génial. Je comprends que tu sois tombé amoureux du lieu. Quand on passe en voiture simplement dans le marais, on se dit mais il est où ce Marais Poitevin? On n'arrive pas à le trouver. Et je dis toujours, mais si vous cherchez le marais, vous arrêtez dans un village du Marais Poitevin et vous cherchez les petites ruelles, les petites rues qui descendent. Et si ça descend, à un moment donné, vous trouverez une voie d'eau et vous trouverez le marais. Itinéraire hors carte. Faites demi-tour. À 7 km de Saint-Fulgent s'élève le lieu de pèlerinage le plus insolite du département, véritable témoignage de la foi vendéenne incarnée dans cette architecture, le sanctuaire de la Salette. Alors dis-moi Wilfried, qu'est-ce que c'est que ce site étonnant là? Eh bien, écoute, là nous sommes dans une petite commune du bocage vendéen qui s'appelle la Rabatelière. Et à l'entrée de cette petite commune, en effet, comme tu le disais, il y a un site
assez exceptionnel, incroyable, insolite, tout à fait improbable dans cette partie du bocage vendéen, qui est l'œuvre d'un prêtre qui s'appelle l'abbé Hilléré, qui était curé de campagne à la Rabatelière à la fin du 19e siècle. Il vouait une dévotion particulière à la Vierge et il a souhaité édifier cet ensemble monumental, architectural à la Vierge Marie. Alors, c'est un personnage, l'abbé Hilléré, à très fort caractère, à très fort tempérament. C'est une espèce de curé d'Ars, tu vois. Il aime bien avoir une emprise sur ses paroissiens, sur les âmes de ses ouailles. Il est très indépendant d'esprit. D'ailleurs, ça lui vaut de temps en temps des démêlés avec sa hiérarchie et tout ça. Et donc, il édifie ce site. Alors, en plusieurs étapes, mais en même temps très rapidement. Parce que tout ce qu'on va voir là, c'est réalisé en 8 ans. Il n'y a pas d'architecte derrière tout ça. C'est le curé Hilléré qui dessine tout, qui conçoit tout et qui fait réaliser. Alors il arrive à mobiliser parce que... Mais comment on arrive à mobiliser ses paroissiens sur un travail aussi colossal que celui-ci? Aujourd'hui, on dirait qu'il avait un charisme formidable, quoi. Mais il a cette emprise sur ses paroissiens. Et puis, on est à la fin du 19e. Il y a une foi populaire, très rurale, très enracinée, qu'il sait entretenir et exploiter. Il avait même conçu dans son site une chaire de prédication. Ah ouais, d'accord. Tu vois? Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc là, on peut très bien imaginer l'abbé. Là, tu peux imaginer l'abbé voilà. En prédication à ses paroissiens sur le coteau. Génial. C'est un acte de foi pour lui. C'est un acte pastoral, quoi. C'est un vrai pasteur, évidemment. Mais c'est aussi un élan créateur et de bâtisseur. Et il aime concrétiser, matérialiser des éléments qui vont venir comme des soutiens, des facilitateurs de l'expression de la foi de ses paroissiens. Tu remarqueras que ce n'est pas un style forcément très vendéen. Exactement. Ça fait partie du côté insolite de ce site et très improbable. Il y a un côté, je sais pas, mauresque, baroque, comme une forteresse médiévale. Exactement. Là aussi, le symbole, il est fort. C'est une forteresse de la foi. C'est une forteresse qui protège la Vierge, qui protège la foi des paroissiens et qui encadre aussi ce site. C'est marrant quand même toutes ces tours, hein. Vraiment un château du XIIe siècle, avec ses mâchicoulis, on a l'impression qu'il a des crénelés, qu'il a des ennemis presque. Bah oui, il y a de quoi là, passer les fusils. Alors là, c'est carrément le donjon. Ah ben voilà, tu vois, on parlait de forteresse médiévale. Là, on a le donjon de la croix de Jérusalem, avec une chapelle à l'intérieur et une croix que l'on appelle la croix de Jérusalem. Alors pourquoi? Alors c'est une croix qui doit faire 7 mètres de haut, qui doit peser à peu près 500 kg, mais il y a un gros morceau de la croix qui est allé à Jérusalem se faire bénir, qui est revenu de Jérusalem, alors par les voies normales et finalement en train, jusqu'à l'herbergement qui est à une quinzaine de kilomètres d'ici. Et depuis l'herbergement, en procession, jusqu'à la Rabatelière, jusqu'à ici, jusqu'au site de la Salette, les paroissiens ont porté sur l'épaule cette croix pieds nus. Et donc là on arrive. Dans la chapelle. D'accord. Voilà cette croix toute simple, très sobre, très pure. Et au pied, 2 statues, une représente l'Église, l'autre représente la Vendée. Et après la guerre de Vendée, c'est le symbole de cette Vendée qui pose les armes aux pieds et qui va vers l'Église pour dire c'est fini ces déchirements, c'est fini cette guerre civile entre nous, on se réconcilie tous.
Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, ça a l'air plutôt pas mal là pour les conditions. Ah, super conditions. Hein. Ouais, du soleil, de la brume dans les bords, pas de vent au sol, du vent d'altitude. On peut pas voir mieux. Que du bonheur. Que du bonheur. Excellent. Je ventile à fond puis j'y vais. Là, vous montez tout de suite de l'eau. Hop, montez par devant. Allez-y, on s'en va tout de suite. Voilà. Hop là, c'est bon. Avancez hein, tout de suite. Hop. Vas-y. Marche. Ok. Donc voici Thierry. Oui. Thomas, évidemment. On ne peut pas se passer de lui. L'aérostier. L'aérostier. Et Monsieur Gilles. J'ai peur, je descends. On a combien à l'heure à peu près là? Là, 6 km/h. 6 km/h. Bon, je tombe, bon, je me fais mal, mais enfin. Ouais, bah, si vous descendez, par contre, on monte vite. Hein. Ah oui. Comment tu arrives à gérer ton altitude là? En fait, c'est avec la température dans le ballon. Plus on va chauffer, plus le ballon va s'alléger et on va monter en fait. Et si j'arrête de chauffer, le ballon se refroidit, il va descendre. Donc moi, la seule chose sur laquelle je peux jouer, c'est la température dans le ballon. Et après ça, suivant les altitudes, les vents ne sont pas les mêmes, donc on peut se diriger avec ça. D'accord, donc tu cherches les courants aériens pour te déplacer en permanence. Ouais, voilà. Alors Gilles, c'est la première fois? C'est la première fois. C'est un beau baptême, hein? C'est la dernière. Alors les premières impressions, là, les 5-10 premières minutes de vol, qu'est-ce que tu ressens? Vas-y, c'est bon, tranquille. C'est bruyant. Ouais, c'est à la fois très calme et un peu bruyant quand le chalumeau se met en route. Mais autrement, c'est super. Hein. Suivant les saisons, les couleurs sont pas tous les mêmes. On a une autre vision de la nature. C'est vrai que vu du dessus, ça n'a rien à voir. Ce qui est vraiment marrant, c'est que là, t'as plus du tout de vent. Hein. Ah bah là, comme on se déplace à vitesse du vent, on n'a plus du tout la sensation de vent. On est vraiment. C'est pour ça qu'il fait meilleur en l'air qu'au sol, parce qu'on se déplace à la vitesse du vent. On est en plein soleil. On va bien voir si l'agriculteur est chez lui. Il doit bien voir que le chien il bouge. Hein. Bah oui, quand même. Ah ouais, et qu'il aboie en plus. Là, à mon avis, ça va lui faire bizarre. Bonjour monsieur, quelle heure il est s'il vous plaît? Parce qu'il nous a toujours pas vus. Oh voilà. Vous pourriez faire un petit peu moins de bruit s'il vous plaît? Ah mais il tourne, il va pas nous voir. Il va pas nous voir. Ouais. Le halo. Hein. Ouais, hein, c'est marrant. Hein. Ah, c'est grandiose. Alors c'est dû à quoi justement ce halo autour du ballon là? Ça c'est dû à la chaleur que dégage le ballon en fait, hein, tout autour. Ouais. Et ça fait une sorte de filtre avec le soleil, donc la lumière est beaucoup plus claire autour. D'accord. On monte toujours, 600 mètres là. Tu peux monter à combien en altitude avec un ballon de ce type? On peut monter jusqu'à 3008-4000 mètres. Après nous, c'est qu'il faut qu'on soit équipé en oxygène. C'est plus le corps humain qui limite plutôt que le matériel. C'est pas le ballon. Après, il y a des zones qui sont réglementées au niveau plafond. Ici, j'ai pas le droit de monter à plus de 900-950 mètres à peu près. D'accord. Donc, mais bon, déjà, ça laisse une bonne marge pour manœuvrer. Donc là, je suis au plafond, 900 mètres. Tac. 900 mètres hein? Ouais. Salut les filles! Nous sommes des amis, n'ayez pas peur! Nous venir en amis! Voilà, on a repassé à une échelle un peu plus humaine. Ouais. Et donc là, on a perdu 1000 mètres en 4 minutes à peu près. Donc là, on est au cœur du marais. Hein. Ouais, là, c'est vraiment... Ah, c'est génial. Alors comment t'es tombé amoureux du ballon
Thomas? Moi en fait je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, hein. C'est un peu comme Obélix. Parce que mon père il a eu son brevet en 91 et moi j'avais 5 ans à l'époque. Donc premier vol en ballon à 5 ans. Après il y a ma maman qui a eu son brevet en 96 également. Donc ouais, obligé de suivre hein, avec les deux parents qui font du ballon. Donc j'ai passé moi mon brevet en 2006. Donc j'avais 19 ans et donc depuis je vole, je fais que ça. Donc on fait ça, puis on fait un peu de championnat aussi pour s'amuser un petit peu, pour T'as déjà les donner un titres? peu de piment. Donc il y a 2 ans on a terminé 4e au championnat de France, je suis vice-champion du monde junior en catégorie moins de 27 ans. Messieurs, on a quand même un champion du monde avec nous là. On a un peu moins peur. Et on a gagné avec un autre pilote, comme lui il a terminé 7e, on a gagné à la Coupe des Nations en fait, ils appellent ça. Donc on a décidé dans les 2 résultats, on a terminé premier. En tout cas, je crois que tu as l'un des plus beaux bureaux du monde. Hein. Ah, c'est pas mal comme boulot. Hein. J'aime bien, ça me va. Thomas, merci infiniment pour ce vol. Merci de nous avoir fait partager ton univers. Pas de soucis. À Gilles et à Thierry et à moi-même. Messieurs, ravi d'avoir fait ce vol en votre compagnie. Et puis, bon vent, comme on dirait. Oui. On va te dire ça, je comprends.